On vous voit très bien, monsieur le directeur général. Bien, écoutez, monsieur le rapporteur, messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir, monsieur Jacob, voilà, et madame et monsieur. Bien, écoutez, mes chers collègues, en l'absence du président Reitman qui devait partir, j'ai l'honneur de prendre et de présenter, de présider cette audition. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. François Jacob, directeur général d'Air Liquide. Alors, l'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct. Elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Monsieur, avant de vous céder la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête, outre bien évidemment vos fonctions chez Air Liquide. Je vous invite, cher monsieur, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite, en disant « je le jure ». Je le jure. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées, évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leurs activités. Après une présentation succincte, je me permets d'insister sur ce point, de l'activité de votre groupe, nous aimerions connaître votre regard sur les aides publiques aux entreprises. Alors, quelques questions pour guider vos propos. Quelles sont les principales différences entre les aides versées en France et celles octroyées dans les pays où votre groupe est présent? Quel est le montant global des aides publiques reçues par votre groupe en 2023 en France? En particulier, quel est le montant des subventions? Quel est le panorama de vos sous-traitants et des aides qu'ils perçoivent? Avez-vous le sentiment que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies et évaluées en France? Quelles sont, selon vous, les aides dont l'efficacité est avérée, celles dont l'efficacité est douteuse? Quelles seraient vos propositions pour renforcer l'efficience des aides publiques octroyées aux entreprises? Seriez-vous favorable à l'introduction de conditions, de critères qui permettent d'évaluer l'efficacité des aides? Quelles devraient être alors les limites à la conditionnalité de ces aides? Je vous propose de traiter ces questions dans un propos liminaire d'environ 20 minutes. Puis notre rapporteur, M. Fabien Gay, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission que nous représentons aujourd'hui nous reviendrons vers vous si nécessaire pour vous poser d'autres questions. Je vous cède sans plus tarder, cher monsieur, la parole. Monsieur le vice-président, monsieur le rapporteur, bonjour et merci de me donner l'occasion effectivement de contribuer aux travaux de cette commission d'enquête. Donc, comme vous l'avez mentionné dans mon propos liminaire, je vais revenir rapidement sur quelques caractéristiques du groupe Air Liquide, en particulier en France, dresser le panorama des aides reçues et essayer de formuler quelques propositions. Alors, je voudrais peut-être commencer par partager le sentiment qui m'anime aujourd'hui, à savoir que dans le contexte actuel, les aides publiques sont absolument cruciales et je pense qu'elles revêtent une importance particulière pour assurer la compétitivité, la pérennité et aussi la souveraineté de l'industrie française et européenne. C'est donc avec plaisir que j'accueille cette opportunité de réfléchir ensemble à leur impact et également à la manière d'en accroître l'efficacité. Quelques mots pour commencer sur le groupe Air Liquide. Alors, je pense que vous connaissez dans les grandes lignes le groupe Air Liquide, mais peut-être quelques points qui sont importants dans le contexte de la discussion aujourd'hui. Air Liquide, tout d'abord, est un groupe international opérant dans plus de 60 pays avec plus de 66 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires
d'environ 28 milliards d'euros en 2024. Alors à plus de 80%, nos produits, qui sont l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le CO2, les gaz spéciaux, servent avant tout à soutenir l'industrie manufacturière. Donc ça va des grandes aciéries aux petits artisans, aux plombiers, en passant par l'agroalimentaire ou la fabrication des semi-conducteurs. Donc notre activité dépend avant tout de l'état de l'activité industrielle locale. Également, pour environ 15%, notre activité est dans le domaine de la santé, l'oxygène médical dans les hôpitaux, qui a été extrêmement visible malheureusement pendant la période du Covid, mais également la santé à domicile, avec des opérations dans plus de 35 pays et plus de 2 millions de patients chroniques que nous suivons de façon quotidienne. Une particularité qui est extrêmement importante, c'est que nos produits ne voyagent pas, ne s'exportent pas. C'est-à-dire que quand on a une usine d'oxygène qu'on a construite dédiée pour un client, elle se situe à côté du site de client et dédiée pour ce client chimiste ou raffineur, par exemple. De la même façon, les bouteilles de gaz comprimé avec de l'oxygène, par exemple, sont livrées et distribuées à 200 ou 300 km à la ronde du centre de remplissage. Ce qui veut donc dire que notre implantation est mondiale, mais en fait multilocale, au plus près de nos clients. J'en viens donc à notre présence en France. La France représente 12% à peu près du chiffre d'affaires réalisé par le groupe, avec 12 300 collaborateurs dans plus de 300 sites, dont notre siège social basé à Paris. Alors nos entités en France regroupent, j'allais dire de façon classique, des activités industrielles, des activités de santé, mais aussi, et c'est là une particularité de notre présence en France, des activités d'innovation et de technologie, recherche et développement, mais aussi engineering et construction, et puis des centres très particuliers, comme centre d'essai d'hydrogène ou de spatial dans la région de Grenoble, à Sassenage en particulier. Également en France, des activités transverses, qui sont des fonctions corporate principalement, basé au siège. J'y reviendrai dans quelques instants. Les décisions d'investissement en France ces 5 dernières années ont été supérieures à 3 milliards d'euros, en nette accélération, puisque sur les 2 dernières années, c'est plus de 1,5 milliard d'euros de décisions d'investissement, principalement dans la transition énergétique. Nous allons y revenir, je pense, également. Également en 2023, le montant de nos achats auprès de fournisseurs en France, de nos 5000 fournisseurs, est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Alors j'aimerais souligner une spécificité du groupe Air Liquide qui me semble extrêmement importante, c'est que 33,4% de notre capital est détenu par des actionnaires individuels, 900 000 actionnaires individuels, dont 82% sont des citoyens français. C'est, à ma connaissance, la plus forte proportion d'actionnariat individuel dans les sociétés du CAC 40. Et parmi ces 900 000 actionnaires individuels, nombreux sont ceux qu'on appelle des petits porteurs, qui bénéficient via les dividendes d'un complément de revenus stable et régulier, et qui d'ailleurs souvent transmettent ces actions aux générations futures. Gardons en tête que le portefeuille médian est de 72 titres, donc un peu moins de 12 000 euros en termes de portefeuille. Il y a également plus de 30 000 salariés du groupe qui sont actionnaires d'Air Liquide. Alors j'aimerais revenir et détailler un petit peu la situation de l'emploi en France, puisque un des thèmes de cette commission est de bien comprendre les impacts des aides publiques sur l'emploi. Et pour essayer de vous donner une vision la plus complète et précise, j'ai regardé l'évolution de l'emploi en France sur les 10 dernières années. Et donc, si vous regardez les effectifs en France, global, sur les 10 dernières années, c'est en progression de 3,5%. Mais il faut, pour avoir une analyse plus précise et juste, enlever les cessions qui ont été faites dans certaines activités qui ne sont pas des cœurs de métier, par exemple le matériel de plongée ou le matériel de soudage. Ce qui veut dire qu'à périmètre comparable, les effectifs en France ont progressé de 13% entre 2013 et 2023. Alors si on regarde un cran en dessous, sur le détail, donc dans l'activité industrie, comme je le soulignais précédemment, 2469 personnes en progression de plus 4%. Et là encore, c'est une activité qui dépend directement
du tissu économique et de l'activité donc économique en France. La santé, 5654 personnes, en augmentation de plus 8%. Là encore, c'est la fourniture d'oxygène médical à l'hôpital, mais aussi l'accompagnement à domicile de patients chroniques. Cette activité a malheureusement subi ces dernières années une dégradation très nette dans ses conditions d'exercice, alors même que les besoins sont croissants. Je pense que nous y reviendrons peut-être. Enfin, innovation et technologie, 2218 personnes en augmentation de 39% sur la période, et les autres activités, en particulier support, en augmentation de 18%. Je voulais vous fournir ce détail pour vous montrer que là, la plus grande augmentation se situe dans l'innovation et les technologies, ce qui montre aussi la cohérence, et j'allais dire clairement, les effets structurels des aides à l'innovation et à la propriété intellectuelle. J'en viens justement au panorama des aides en France. Alors, nous avons essayé déjà de définir et de catégoriser les différentes aides dont le groupe Air Liquide bénéficie. À défaut d'une définition plus précise, nous avons essayé d'être le plus exhaustif possible et nous avons classé ces aides en 6 catégories. Aide à l'innovation, aide au projet de décarbonation, aide à la compétitivité, incluant les aides à l'énergie, les aides aux activités de santé, l'aide à l'emploi et à l'apprentissage, également les aides pendant la période Covid, et enfin les déductions fiscales liées principalement à la Fondation Air Liquide. Je vais commencer par les aides à l'innovation. Juste un rappel, Air Liquide a un réseau de 5 centres de recherche au niveau mondial qui sont situés à Tokyo, Shanghai, Francfort, Delaware aux États-Unis, et Les Loges-en-Josas sur le plateau de Saclay, qui est notre centre principal. Les aides publiques sont bien sûr un levier majeur d'innovation et de soutien à la prise de risque pour une entreprise comme Air Liquide. Si je commence par le crédit d'impôt recherche, qui est l'aide qui est la plus en amont dans le processus d'innovation et de recherche, entre 2020 et 2023, Air Liquide a touché en moyenne par an 36,4 millions d'euros de crédit d'impôt recherche, relativement stable sur la période. Ce crédit d'impôt recherche est un élément très important pour nous dans un certain nombre de décisions, et en particulier dans la décision que nous avons eue en 2018 de réinvestir dans notre campus des Loges-en-Josas en réinvestissant plus de 50 millions d'euros. C'est également un élément décisif dans notre stratégie de déploiement de nos activités de R&D en France. En 2023, 64% de nos dépenses mondiales d'innovation sont réalisées en France, et c'est près de 105 projets de R&D qui sont directement accompagnés grâce au CIR en France. Alors, ces projets qui bénéficient du CIR en France sont bien sûr menés par des équipes Air Liquide, mais en collaboration avec de nombreux partenaires, en particulier académiques, comme le CNRS, le CEA, l'INRIA par exemple, des start-up, des petites entreprises, et c'est environ 200 partenariats que nous avons à partir de notre centre de recherche aux Loges-en-Josas. Il y a également, tout autour de cet effort de recherche, un écosystème qui s'est développé, puisque ce sont 40 start-up que nous avons soutenues et accompagnées au travers de notre fonds dédié depuis sa création en 2013, dont 11 start-up qui sont hébergées sur notre site de recherche et d'innovation aux Loges-en-Josas, bien qu'aucune de ces start-up ne soit éligible au crédit d'impôt recherche. Les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche sont réalisées à 97% en France. Les 3% restants sont alloués à d'autres structures dans l'espace économique européen, dont en particulier notre centre de R&D localisé à Francfort, qui lui-même bénéficie de l'agrément CIR. Donc le CIR, pour nous, est principalement fléché vers des programmes autour des énergies bas carbone, de la décarbonation de l'industrie de la mobilité, l'hydrogène, la capture du CO2 en particulier, en comparaison à ce qu'on fait dans d'autres centres, par exemple aux États-Unis ou en Asie, où nos efforts de recherche sont plus tournés vers les semi-conducteurs, par exemple. Et donc, de notre point de vue, le CIR est un outil extrêmement efficace, non seulement pour soutenir la recherche d'Air Liquide, mais aussi pour développer cet écosystème de décarbonation
en France. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est l'IP Box. C'est un mécanisme que vous connaissez bien, qui est très important et essentiel pour un groupe mondial comme Air Liquide, pour qui les technologies et le savoir-faire et la propriété intellectuelle sont au cœur de notre métier. Ce mécanisme permet de développer et de garder la propriété intellectuelle en France. En conséquence, sur les 372 brevets déposés dans le monde par le groupe Air Liquide en 2023, 215 ont été déposés en France, alors même que nous pourrions choisir de les localiser dans un autre centre de recherche qu'on a ailleurs dans le groupe. Donc c'est vraiment un cycle vertueux qui incite à innover et à déposer les brevets en France. Notons qu'il existe de nombreux mécanismes similaires dans d'autres pays, que ce soit l'Italie, la Hollande, l'Angleterre ou les États-Unis, et d'une façon plus générale, un mécanisme de soutien à l'innovation, similaire à ce dont je viens de parler. Sur 27 pays de l'UE, il existe dans 20 pays des programmes ou des mécanismes similaires. Par contre, et je pense que comme il était convenu, étant donné la nature confidentielle de cette information par rapport à nos concurrents étrangers et en particulier américains, je vous propose de vous transmettre cette information par écrit suite à mon intervention. Pour finir, les subventions aux projets d'innovation sont globalement assez limitées, puisque si je regarde en 2023, le montant global pour l'ensemble des entités Air Liquide en France se chiffre à 400 000 €, en dessous de la moyenne des 5 dernières années, qui était de 1,6 million d'euros. J'en viens maintenant aux aides à la décarbonation, et donc là, on est en train de parler d'aides qui permettent... Excusez-moi, monsieur. 1,6, c'est une subvention directe, c'est ça que vous... Alors, pardon. Si on regarde tous les projets autres que les projets CIR, les projets financés, l'ensemble des activités d'Air Liquide, en moyenne sur les 5 dernières années, c'est 1,6 million d'euros de subventions, sachant qu'en 2023, ça s'élevait à 400 000 €. J'espère avoir été clair. Donc maintenant, les aides à la décarbonation. Donc là, on est en train de parler de soutenir des investissements industriels dans des marchés innovants. Et donc, si je regarde sur, là aussi, pour vous donner une perspective un petit peu plus large, sur les dernières années, les montants reçus, en fait, sont relativement disparates. En 2020, 320 000 €. En 2021, 970 000 €. En 2022, 840 000 €. En 2023, 29,8 millions d'euros. Et en 2024, 47,5 millions d'euros. Alors, ceci est dû au fait que 95% de ces subventions octroyées entre 2020 et 2023 le sont en fait pour des projets de décarbonation portés par le groupe et très principalement en fait pour le projet d'électrolyseur en Normandie, puisque nous avons reçu en 2022 190 millions, mais qui est réparti sur 6 ans. Donc là, je vous ai donné 2023 et 2024, la tranche qui correspond à la partie allouée en fonction d'un certain nombre de critères sur le développement de ce projet. Donc on voit que tous ces chiffres que j'ai cités d'aide à la décarbonation et à l'investissement sont bien sûr à mettre en rapport avec le montant total des décisions d'investissement pour plus de 3,1 milliards d'euros réalisés entre 2020 et 2024 en France par le groupe Air Liquide. Et là, très concrètement, si on regarde, donc je parle principalement de ce projet en Normandie, qui permet de faire pour la première fois à l'échelle industrielle de l'hydrogène bas carbone, sans ces aides, donc à peu près 190 millions sur un montant total de l'ordre de 600 millions d'euros d'investissement. Sans ces aides, jamais nous n'aurions pu mettre en construction ce qui va être le plus grand électrolyseur au monde en Normandie. Sachant que notre vision des choses est très claire, ces aides ont vocation à soutenir des projets qui sont solides et sérieux, dont les technologies ou les marchés sont prometteurs mais émergents, et où la prise de risque très élevée au démarrage va décroissant au fur et à mesure du développement d'un véritable écosystème. Soyons bien clair, l'objectif final est toujours de rendre ces technologies ou ces marchés viables, je voudrais dire autoporteurs, sans les aides à terme.
voyons aussi bien quelque chose, c'est que, en l'occurrence, ces aides Normandie permettent en fait à nos clients de bénéficier d'un coût réduit de l'ordre de 20 à 30% pour de l'hydrogène bas carbone, pour décarboner en fait leurs propres procédés. Et donc ces subventions permettent de faciliter la chaîne et, in fine, à nos clients de décarboner leurs propres procédés. Sans cela, ils ne pourraient pas se permettre d'utiliser de l'hydrogène bas carbone. À noter également sur ce projet, puisque une des questions est la conditionnalité de ces œuvres, une des conditions d'utilisation est d'utiliser des sous-traitants français à 50%, ce que nous faisons, nous sommes un petit peu au-dessus de ce ratio, ce qui permet réellement de développer, là encore, un écosystème avec un vrai savoir-faire et des vraies références françaises. Le résultat, c'est que la France va devenir un leader mondial des solutions de grande taille de production d'hydrogène décarboné. Je pense que je m'en réjouis et je pense que nous pouvons tous en être très fiers. Je viens maintenant aux aides à la compétitivité de l'énergie. Étant un électro-intensif, nous consommons beaucoup d'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz naturel. Et donc, pour référence, en 2023, Air Liquide, dans sa partie grande industrie, a acheté pour 193 millions d'euros d'électricité et 146 millions d'euros de gaz naturel. Alors, ces montants sont nets des aides que je vais détailler juste maintenant. Donc, en 2023, nous avons bénéficié d'une réduction de taux de taxe sur l'énergie en tant qu'électro-intensif, comme l'ensemble des acteurs électro-intensifs, qui se monte à 50,7 millions d'euros pour l'électricité et 27 millions d'euros pour le gaz naturel. À cela s'ajoute la compensation CO2 indirecte liée aux consommations d'électricité des électro-intensifs. Alors là, quand on a recherché les chiffres, j'étais un petit peu surpris parce que c'était plus bas que ce que je pensais, 800 000 € pour l'année 2023. En 2023, nous avons également bénéficié d'une aide exceptionnelle sur l'énergie suite à la guerre en Ukraine de 4 millions d'euros. Ça a été juste une fois, donc en 2023. Il y a ensuite d'autres dispositifs, mais qui sont, je pense, par nature un peu différentes, mais par souci d'exhaustivité, je voulais vous les mentionner, dans la mesure où il y a des contreparties qui sont demandées. Ça peut être en échange d'investissements d'efficacité énergétique, ou ça peut être en échange de modifications de nos modes opératoires, et le plus souvent de surcoût, pour s'effacer aux périodes de pointe. Et là, c'est des mécanismes qui s'appellent la TURP ou d'autres services, etc., dont la somme pour 2023 représente 14,7 millions d'euros. J'aimerais souligner, et je pense que c'est vraiment important, que ces aides à l'énergie sont déterminantes pour assurer la compétitivité des entreprises françaises fortement consommatrices d'énergie, puisque, en général, de 30 à 60% du coût de nos produits sont en fait le coût de l'énergie. Et ces aides, elles permettent d'abaisser, par exemple, le coût de l'oxygène ou le coût de l'hydrogène pour nos clients, et donc de façon indirecte de les rendre plus compétitifs, ou parfois, contractuellement, ces aides que l'on reçoit sont transmises directement à nos clients. Donc on parle bien d'aide, je pense, à la compétitivité. Et lorsqu'on voit l'écart de prix du coût de l'énergie, par exemple, avec les États-Unis, il est extrêmement important. Et encore une fois, si Air Liquide n'est pas délocalisable, puisque, encore une fois, nos sites sont liés aux sites de nos clients le sont. J'aimerais maintenant couvrir les aides à la santé, qui sont globalement assez limitées, puisqu'en 2023, les aides publiques reçues par l'activité santé s'élèvent à 70 000 €, principalement dans notre entité qui fabrique des respirateurs, Air Liquide Medical System, qui a été, j'allais dire, très sollicité pendant la période du Covid, et également CEPIC, qui fait des adjuvants de vaccins et de la chimie de spécialité, pas d'aide pour la santé à domicile en particulier. J'en viens maintenant aux aides pour l'emploi. Un petit rappel, en 2023, la masse salariale chargée pour Air Liquide en France était de 1,1 milliard d'euros. Et nous avons, entre 2013 et 2018, au titre du CICE, touché en moyenne 12 millions d'euros par an. Et puis ensuite, à la fin du CICE, le groupe a bénéficié du régime d'allègement de charges sociales pour 23,9 millions d'euros en 2019, 24,3 millions en 2020, 25,2 millions en 2021, 28,3 en 2022 et 30 millions en 2023.
Nous avons également bénéficié en 2023 de 4 millions d'euros de crédits d'impôt famille et mécénat. Lorsque on dit mécénat, c'est principalement pour nous mécénat de compétences pour nos collaborateurs. Ensuite, les aides à l'apprentissage. Alors là, j'étais un petit peu surpris par le chiffre parce que généralement, la règle, c'est qu'on ne demande pas d'aide particulière pour l'apprentissage, bien qu'on ait 550 apprentis en moyenne en France. Mais il y a quelques entités qui le demandent et donc le montant total cumulé pour 2023 est de 150 000 euros d'aide à mettre en regard des 550 000 euros de taxes d'apprentissage que nous payons. Pour finir, j'aimerais préciser qu'en mars 2020, lors du Covid, le groupe a pris la décision de recourir à aucune aide liée au dispositif d'activité partielle aidé par l'État en France, dans le cadre du Covid, à la fois pour assumer, j'allais dire, notre part de l'effort national, mais également pour maintenir le flux de dividendes, en particulier avec vis-à-vis de nos actionnaires individuels dans une période qui était difficile. Je finis par la Fondation et au travers des activités menées par la Fondation Air Liquide, nous avons bénéficié d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 900 000 euros au titre de l'année 2023. Alors, j'ai bien conscience que ça ne rentre pas directement dans le périmètre de l'étude, mais par souci d'exhaustivité, j'aimerais aborder les subventions européennes. Comme je crois vous l'aviez également signalé. Elles sont principalement liées à des projets de décarbonation, et tout particulièrement dans les Hauts-de-France. Et nous avons reçu en 2022, de la part de l'Innovation Fund, 191 millions d'euros, qui vont permettre là aussi de décarboner des cimenteries, en particulier Echium et l'Ouast. Donc là encore, ça permet de développer des solutions et c'est transmis en fait à nos clients dans le coût des services. Donc ça, c'est 191 millions d'euros qui seront répartis sur plusieurs années. C'est le montant total alloué en 2022. En 2023, toujours pour les mêmes projets, mais cette fois-ci pour développer un pipeline pour connecter ses clients au hub CO2 de Dunkerque. Nous avons reçu 166 millions d'euros, là aussi qui seront étalés sur plusieurs années. Pour être exhaustif, nous avons également bénéficié du programme Horizon 2020 pour 860 000 euros et qui est un certain nombre de projets, plusieurs projets, principalement autour de la mobilité. Voilà, pour finir, j'aimerais évoquer quelques pistes peut-être ou quelques suggestions et me focaliser sur trois points principaux. Des pistes autour de la simplification, de la conditionnalité des aides et des domaines qui sont peut-être pas couverts aujourd'hui. Alors, simplification, on a ici même, je pense, plusieurs fois évoqué l'IRA américain, qui n'est pas exempt d'ailleurs de complexité, mais dans la version initiale, il faut quand même noter qu'en ce qui concerne l'hydrogène par exemple, on pouvait résumer avec un tableau de 4 lignes et de 3 colonnes qui donnait le crédit d'impôt octroyé dans la production d'hydrogène bas carbone, avec un critère très simple d'intensité carbone, c'est-à-dire la quantité de CO2 par quantité d'hydrogène produit. Et donc, il y a deux points que j'aimerais mentionner dans la simplification. Le premier, c'est la neutralité technologique, où il faut absolument, dans les aides, éviter de fixer à la fois les objectifs et les moyens. Une fois, je pense, l'ambition fixée par les acteurs publics, il faut laisser le choix des moyens technologiques aux entreprises, sans les enfermer sur une voie prédéterminée. Et je crois qu'il faut vraiment rester agnostique en matière de choix technologiques, ce qui permet d'éviter des orientations qui sont au final moins efficaces et qu'on serait amené à regretter. Le deuxième point qui est extrêmement important dans la simplification, c'est donner une visibilité pluriannuelle, parce que les investissements industriels se font sur le long terme, et la visibilité pluriannuelle sur les mécanismes d'aide publique, en particulier les calendriers de lancement et de clôture des appels d'offres serait extrêmement utile. Cela éviterait les phénomènes de goulot d'étranglement avec des projets parfois qui sont peu aboutis mais qui sont déposés par des acteurs un petit peu dans l'urgence et qui aussi rallongent le temps d'instruction par les pouvoirs publics. Donc premier point, simplification. Deuxième point, la conditionnalité des aides.
Et là, j'aimerais souligner deux points. Le premier, c'est que sur le principe, je suis tout à fait favorable à ce que des aides soient conditionnelles, à condition que, ou tant que cette conditionnalité reste bien sûr en lien avec le projet ou avec sa localisation. Le deuxième point qui me semble important sur la conditionnalité, c'est ce que j'appellerais un Buy European, où on pourrait envisager de façon plus systématique de spécifier un critère de contenu local, contenu européen, dans les projets. J'aimerais finir par quelques suggestions autour de domaines qui sont peut-être aujourd'hui non couverts. Et l'actualité au quotidien nous montre qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont des domaines stratégiques et pour lesquels il n'existe pas, à notre connaissance, d'aide publique, contrairement à ce qu'il existe dans d'autres pays. J'aimerais citer deux exemples. Le premier, c'est l'écosystème des semi-conducteurs. Et là, je ne suis pas en train de parler des fabs qui font les semi-conducteurs, mais tout l'écosystème qui fait les équipements, les matériaux chimiques pour permettre de faire ces semi-conducteurs. Ce sont des éléments absolument stratégiques dans la compétitivité, mais également dans la souveraineté de cette filière. Et lorsqu'on regarde d'autres pays qui ont activement mis en place des programmes de soutien, que ce soit les États-Unis, la Corée, la Chine ou Taïwan. Le deuxième exemple que j'aimerais citer, qui je pense mérite réflexion, c'est le domaine de la capture du carbone pour décarboner l'industrie en particulier, dans ce qui s'appelle le CCF, le Carbon Capture and Storage, qui est un levier majeur reconnu encore récemment par l'Agence internationale de l'énergie pour être un acteur, un élément clé de la transition énergétique. Et dans ce domaine-là, les solutions technologiques aujourd'hui sont plus chères que le coût du carbone, la taxe carbone. Et il y a des mécanismes qui ont été mis en place, qui s'appellent des CFD, les Contract for Difference, qui sont absolument nécessaires pour permettre, dans une phase transitoire, de pallier à cette différence entre le coût de la solution technique et le coût évité de la taxe carbone. Il faut bien noter que nos voisins européens, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, il y a 2 semaines, ont mis en place des mécanismes de ce type. Il n'en existe pas en France. Et de mon point de vue, c'est extrêmement clair que nos clients ne feront pas de projet de décarbonation s'ils ne peuvent pas avoir des mécanismes de ce type-là. Je vous propose de m'arrêter ici. J'espère avoir été complet et synthétique dans la description du panorama et peut-être constructif dans les pistes d'amélioration ou les suggestions. Merci de votre attention. Bien, merci, Monsieur le Directeur Général. Vous avez été très clair, très précis. Alors j'avais juste une petite question, mais vous y avez répondu. Seriez-vous favorable à la transparence des subventions publiques et des aides publiques aux entreprises et à leur publication éventuelle? Donc la transparence, vous en avez fait part. Mais seriez-vous favorable à ce que ces aides publiques soient effectivement publiées? Sans aucun problème. À partir du moment où on ne demande pas un reporting de plus aux entreprises. Absolument. Mais sur la transparence des aides publiques, ça me paraît quelque chose de très sain. On parle de celle de l'État, bien que sûr. vous percevez bien évidemment, bien sûr. Et je pense mais à la charge de l'État notamment. Hein. Mais tout à fait, et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et de aussi montrer à quoi sert l'argent des Français et des concitoyens et à quoi utiliser les leviers de l'État. Donc pas d'objection de mon point de vue. Très bien. Mais écoutez, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre rapporteur et j'aurai certainement l'occasion de revenir vers vous. Bien sûr, on peut le faire à deux, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président directeur général. Je ne sais plus le titre, désolé, on enchaîne. Directeur général. Directeur général. La gouvernance veut qu'on a un président et un directeur général. Excusez-nous, on enchaîne tellement les auditions que vous êtes pardonné. On est bon. Monsieur le directeur général, merci pour votre souci de transparence. Peut-être la première question hors IP Box, j'ai compris que vous nous notifierez le montant par écrit. Sur l'année 2023,
on peut estimer à combien le global, le montant global, pour qu'on arrive à faire une idée, parce que le souci de transparence, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de chiffres. Je vous avoue, bon, on a essayé à peu près de tout noter. Les chiffres évidemment importants sur le CIR, sur bon, j'avais à peu près les mêmes, hein, parce que moi je suis remonté sur 6 dernières années, donc 2019 33,7 millions, 2024 35 millions. Bon voilà, CICE j'avais à peu près les mêmes aussi, entre 12,3 et 14,2. Bon, donc voilà. Mais est-ce qu'on arrive à avoir un chiffre global si on additionne à peu près tout? Je vais vous le donner parce que j'ai fait les totaux tout à l'heure pour vous. Donc 2023 subventions 30 millions d'euros et aide avec les chiffres que je vous ai donnés 155 millions d'euros pour l'année 2023, sachant que là j'ai mis toutes les aides, enfin énergie sur les abaissements de taxes en particulier. Après, est-ce que ça doit rentrer dedans ou pas? On pourra vous redonner le détail, mais je pense que c'est la cohérence de tous les chiffres. Donc c'est 30 millions d'euros sur les subventions, 155 millions sur les aides. Et sans révéler le montant, parce que c'est des... L'IP Box, c'est quoi? C'est à peu près le CIR, moins que le CIR, plus que le CIR, pour qu'on arrive à s'estimer à peu près, quoi. Attendez juste un tout petit peu de recevoir le papier et vous allez voir. Bon, on verra. Non, mais c'est quelque chose de très important parce que, encore une fois, hein, la technologie est au cœur de notre modèle. C'est quelque chose qui est extrêmement vertueux. Le groupe Air Liquide repose sur un savoir-faire et on met beaucoup d'attention sur notre propriété intellectuelle et la protéger. Et vous l'avez vu, hein, on a développé beaucoup d'efforts pour la loger en France. Ça fait partie de notre modèle et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. L'IP Box, comme il est un système extrêmement favorable, c'est-à-dire qu'on passe la fiscalité de 25 sur les brevets à 10%, c'est-à-dire un schéma d'optimisation fiscale tout à fait légal, mais qui est un schéma d'optimisation fiscale. Donc effectivement, ça vient conforter une stratégie industrielle de venir loger un brevet dans l'IP Box. C'est d'ailleurs fait pour ça. Après, on pourra avoir une appréciation différente au Parlement et au moment du budget, mais le débat n'est pas là. Mais ça a été fait pour ça par ce gouvernement. Voilà. Bien sûr, mais gardons bien en tête que la bataille pour la compétitivité et la souveraineté se joue aussi sur la technologie et sur la propriété intellectuelle, et que ce mécanisme existe dans de nombreux autres pays, que ce soit la Hollande, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, et que le taux de 10,3%, qui est un taux réduit effectivement en France, est plutôt dans le haut de la fourchette par rapport à une comparaison internationale. Donc d'autres pays le mettent à un niveau plus bas. Je garde bien cela en tête, mais pour qu'on puisse l'estimer et qu'on regarde son efficacité, encore faut-il connaître les montants. Et donc, une fois que les parlementaires ont les montants, nous sommes assez grands pour juger si la question de la compétitivité France vaut ce prix-là ou pas. Voilà. Mais vous comprendrez que ce n'est pas la même chose si c'est 1 million, 10 millions, 100 millions pour votre entreprise. Mais la question n'est pas tellement votre entreprise, mais le schéma est évidemment global. Et pour l'instant, comme on n'a aucun montant et que c'est un système dont on parle extrêmement peu et que nous venons de découvrir dans la commission d'enquête, je me dis, et qu'on commence à nous dire que le montant global, et je ne parle pas d'Air Liquide, commence à peser assez fort sur la fiscalité, et que, de fait, pour un certain nombre d'entreprises, c'est x2, voire x3 le montant du CIR, qui déjà pose question, je ne dis pas que c'est le cas pour Air Liquide, je n'ai pas le chiffre, mais qui pose question et qui anime nos débats, quelles que soient nos orientations politiques, c'est juste ça. C'est une fois que nous avons le montant global, les parlementaires sont souverains et décideront au prochain budget ou pas de pouvoir juger de son efficacité, s'il doit perdurer, si on doit l'améliorer, peut-être le renforcer, enfin... Bref, voilà. Il est important pour nous de connaître le montant total des aides versées par l'État et les collectivités aux entreprises et de pouvoir jauger la véracité et aussi, surtout, la nécessité du versement de ces aides. Vous savez, on est entre 70 milliards et 260 milliards par an.
Donc vous voyez quand même que le grand écart est là et on a besoin, nous, de connaître un petit peu les aides, les subventions, les crédits d'impôt, notamment pour la compétitivité, ça vous l'avez dit à juste titre, monsieur le directeur général, et surtout la souveraineté. C'est important de conserver notre indépendance en bien des matières. Donc on vous fournira les éléments dans le même esprit de transparence et de confidentialité, bien sûr. Non, mais, puisque nous le comprenons, donc vous nous donnerez le montant que nous garderons secret, qui ne sera pas adjoint évidemment au rapport. Donc il n'y a pas de souci et nous savons faire, et nous le faisons pour d'autres entreprises. Donc au même titre que les autres, le secret sera sauvegardé. Mais je sens bien depuis le début des auditions, notamment sur la question de l'IP Box, que dès qu'on évoque ce sujet, le souci de transparence disparaît et que tout le monde est un peu plus crispé sur cette question. Et je pense que nous n'avons pas à l'être. Si nous l'expliquons que c'est un élément de compétitivité, vous avez cité, et qu'il existe dans d'autres sites, enfin, dans d'autres pays de l'Union européenne, pas de problème. Pour ma part, sur les schémas d'optimisation fiscale, vous comprendrez que je suis un peu plus frileux, mais que d'autres collègues, mais on peut débattre de tout. Mais vous voyez, le voile jeté sur cette question de l'IP Box fait que ça jette du trouble. Et je pense que nous avons besoin, au contraire, de transparence, d'expliquer et d'économie. Bon, passons, venons-en à un autre sujet, à part si monsieur le Président... Non, mais il est important, effectivement, puisque vous déposez quand même un certain nombre de brevets en France, et dont 215, enfin 372 en 2023, vous avez noté, je crois, dont 215 ont été développés sur le territoire français. Tout à fait. Donc c'est quand même très important et très intéressant pour l'attractivité française. Bien sûr. Oui. J'en viens maintenant sur les subventions au projet. Vous nous avez développé beaucoup le projet à 190 millions, le Normand I, dont 200 millions aussi que vous avez signifié de la part de la Commission européenne. Donc c'est 400 millions sur un projet. C'est quand même extrêmement important. Moi j'ai noté, vous m'arrêterez si je me trompe, qu'il y en a d'autres. Le subvention pour une installation à Port-Jérôme de captage de CO2 à 9 millions. Ça, c'est la filiale Alfi. Entre 2022 et 2024, un projet hydrogène mobilité, station à Vitrolles et citernes, 30 millions. C'est aussi une filiale Alfi. En 2024, encore un projet avec le cimentier Equium Hauts-de-France pour capter le CO2 avec l'aide du Fonds européen d'innovation, 100 millions. Là aussi, la filiale Alfi. Projet de capture de CO2 pour l'Ouest à Dunkerque, 90 millions, c'est aussi la filiale Alfi. Un projet de hub carbone capture à Dunkerque dénommé D'Artagnan, 160 millions, là aussi la filiale Alfi. Puis bon, si on voudrait, je pourrais aussi, mais ça déborde largement notre commission, mais puisque vous êtes un groupe européen et mondial, aussi à Anvers, sur un hydrogène bas carbone, 110 millions du Fonds européen, sur du projet au Danemark cette année, avec l'italien Cementir, 220 millions de subventions européennes, ou encore le projet hydrogène avec Total Energy aux Pays-Bas, nommé Eligator, usine de 200 MW. Mais là, je n'ai évidemment pas le montant. Et il y a aussi, en dehors du montant d'aide régionale que vous avez signifié, je me rappelle d'une subvention d'Île-de-France de 600 000 euros, qui avait d'ailleurs fait énormément débat à l'époque dans l'hémicycle sur cette question. Donc, on a un groupe, au final, alors je sais que c'est sur des projets, et vous avez raison de le redire, là je donne le montant global, c'est des projets qui sur 5-6 ans, donc il faut découper, c'est aussi des projets qui avancent au fur et à mesure. Mais donc, on a un groupe qui, sur le développement, est extrêmement subventionné. Est-ce que vous analysez et vous avez une stratégie d'investissement liée aux aides publiques, notamment en France ou dans les pays européens, puisque j'ai cité aussi 2 projets en Anvers. Comment vous décidez d'investir et est-ce que c'est là où vous pouvez aller chercher de plus de subventions qui fait la différence entre un projet qui va se développer en France, en Italie, au Danemark ou ailleurs? J'ai juste une question subsidiaire à celle du rapporteur. Qu'est-ce que représente le montant de ces subventions en pourcentage, grosso modo, par rapport au projet en lui-même? Ou en projet eux-mêmes, si vous voulez généraliser. Alors,
Merci, merci pour cette question. Peut-être quelques clarifications. Donc là, vous avez cité plusieurs, je pense, annonces de presse qui regroupent éventuellement les mêmes projets. Donc pour être bien clair, sur le projet Normandie, le montant total des subventions n'est pas de 400 millions, mais de 190 millions. C'est tout. Il n'y a rien eu de plus. Le projet pour l'Ouest et Echium et le projet de Dunkerque, c'est le même projet. L'Ouest et Echium, ce sont les deux émetteurs de CO2 pour lesquels on va capturer le CO2 et ensuite on va avoir un pipeline qui va aller jusque Dunkerque. Et donc, c'est l'ensemble de ce schéma-là n'est couvert que par les subventions dont je vous ai parlé, à savoir la subvention pour l'Ouest et pour Echium, et ensuite la subvention pour Dunkerque. Donc, c'est exactement ce que je vous ai donné. Et donc là, je pense avoir couvert l'ensemble des subventions dans ce que vous avez mentionné. Et sur les autres subventions régionales, de la filiale Alfi en particulier, elles sont prises dans le total des subventions que je vous ai données. On sera ravis de vous donner le détail si vous voulez juste vérifier ce que vous avez comme source par rapport aux nôtres. Hein. Donc, 191 millions pour le projet. Attendez. On se remet d'équerre. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Et si je fais une erreur, moi, je n'ai aucun problème à l'admettre. 2015, subvention pour une installation à Port-Jérôme, captage CO2. Filiale Alfi, 9 millions. Là, on est d'accord ou pas? Oui, excusez-moi, je ne suis peut-être pas remonté jusque 2015. D'accord, non mais... d'accord, 2015, oui. D'accord, ok. Non, on recommence. Alors, comme vous, j'aime être très précis. Et s'il y a une chose qui est fausse, je n'ai aucun problème à le reconnaître. On vous donnera les tableaux, c'est limpide et c'est public d'ailleurs, hein, donc il n'y a pas de souci sur ce point-là. J'en viens à votre question, au centre de votre question, qui est comment on décide des projets. On décide des projets déjà en fonction de nos clients, évidemment. Mais je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la décarbonation. Et dans Attendez, excusez-moi. Non, pardon. Parce que vous avez dit que les chiffres n'étaient pas bons. Moi, je suis pour qu'on les reprenne un par un. Il n'y en a pas 50. On va aller au bout. D'accord, alors si vous voulez. Oui, non, mais comme ça, allons-y. C'est plus clair pour tout le monde, les gars. Moi, j'ai aucun problème. Donc 2015, c'est OK. 2022, construction de... Oui, allez-y. C'est ce que vous m'avez dit. Enfin, je ne sais pas, parce que je n'ai pas regardé 2015. Je fais l'hypothèse que vous avez le bon chiffre, mais on le vérifiera. Bon, on vérifie. Vous me l'écrivez par écrit. Si j'avais faux, je le reconnaîtrai. On est d'accord? On fait comme ça? Il n'y a pas de souci. Je n'avais pas compris qu'il fallait remonter à 2015. Mais non, mais je l'ai cité, donc je me permets. Bon. Bien sûr. 2022, construction d'un électrolyseur 200 MW, Normandie, 190 millions. On est d'accord. On est OK. On est d'accord. 2022-2024, un projet hydrogène mobilité. La station à Vitrolles et citerne. 30 millions, filiale Alfi. Probablement. Il faut que je regarde dans le détail. Mais... Vous voyez, c'est un peu plus... un peu plus... Parce que vous dites, tous vos chiffres sont faux, vous confondez tout. Et là, on passe aux 4 premiers, il y en a 6. Et vous dites probablement. Donc, comme on a prêté serment, vous avez prêté serment et que moi, j'essaie, depuis le début, et mes collègues peuvent au moins me reconnaître ça, malgré des différences politiques extrêmement précises avec des chiffres à chaque fois recroisés, je ne voudrais pas mettre en doute ma sincérité. Donc, on repart. Pas remise en doute. Donc ça y est, on vient de me donner le petit tableau, puisque là, excusez-moi, mais un petit niveau de détail que je n'avais pas directement sur moi. Donc, moi, je projet, donc, vous voyez, projet Inamed. Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur va nous donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres. Oui, mais au départ, vous dites, vous confondez tout est dans tout. Et finalement, ce que vous venez de raconter est faux. Et finalement, quand on reprend le tableau, parce que je veux le reprendre un par un, vous allez me donner raison. C'est tout ce que je dis. Non, mais attendez. Écoutons, monsieur le directeur général. L'objet de la question, moi je veux bien, mais on peut remonter jusque 1902, la création du groupe Air Liquide, et année par année. Non, je suis parti de 2022 et je n'ai cité. Ne caricaturons pas les propos. Ici, on n'est pas dans le confusionnisme généralisé qui est à l'extérieur. Ici, nous sommes au Sénat et extrêmement précis. Je n'ai cité qu'un projet antérieur à 2022 qui ne remonte pas à 1902, donc ne caricaturons pas, qui est un projet de 2015 dont vous ne connaissez pas, donc mettons-le de côté. Donc repartons à partir de 2022. Je l'ai. Donc projet Normandie, 190 millions d'euros. Projet Inamed, auquel vous faites référence, 2020, station hydrogène.
Les opérateurs étant l'ADEME, la région Sud, BIP France, 2,1 millions d'euros. Le projet RISE en 2022, une station hydrogène, un centre de conditionnement 600 bars, qui probablement va également à Fos, 8,8 millions d'euros. Le projet ZIBAC Socrate 2025, un préfit pour un hub en Normandie par l'ADEME pour 650 000 euros. Un projet ZIBAC Décarbonation 2023 sur les études à Dunkerque pour 2 millions d'euros. Un projet Aiguane pour un électrolyseur à Kourou, 5,6 millions d'euros en 2023. Projet d'échangeur à Belle Étoile en 2022 pour de l'efficacité énergétique pour 300 000 euros. Des études de faisabilité de la canalisation CO2 à Dunkerque en 2022 pour 70 000 euros. Un projet IREX en 2021 pour l'injection d'hydrogène dans un four à verre pour 60 000 euros. Et je pense que c'est tout sur la transition énergétique. C'est ce que j'ai. J'espère que ça correspond à peu près à vos chiffres. Très bien. Donc, moi, je suis pour qu'on... Vous voyez, donc c'est des chiffres que vous n'avez pas donnés en début, donc pas de problème. Moi, je suis pour que vous me donnez les chiffres. On recroisera tout ça. Mais vous voyez que c'est un peu plus complexe que seulement de dire, une fois que j'ai énuméré toutes les choses, recroiser l'ensemble des données, de balayer ça d'un revers de main en disant, vous racontez à peu près n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, les chiffres sont justes. Voilà, c'est tout. On peut avancer. Alors, j'en viens au cœur de votre question qui était la décision des projets d'investissement. Donc, je reviens sur le point central qui est nos décisions d'investissement dans la transition énergétique comme ailleurs. Elle se fait avant tout en fonction des besoins de nos clients, puisqu'on va construire des unités qui sont des unités industrielles qui vont opérer pendant 15, 20, 30 ans, si possible. Et donc, il nous faut des clients qui soient prêts à s'engager sur des durées typiquement de 15 ans et qui soient prêts à accepter de prendre ce produit et qui ont un besoin donc. Donc, notre travail, c'est un travail de développement commercial et de marketing pour trouver les sites et les clients qui ont réussi à monter un modèle d'affaires pour permettre ces investissements. Une fois qu'on a trouvé ces clients, il y a tout un travail à la fois technique pour trouver la meilleure solution. Et là, on est en train de parler de décarbonation. Donc, on est dans des marchés émergents avec des technologies émergentes, par exemple les électrolyseurs. Donc, il y a tout un développement technologique qui doit se faire. Et il faut qu'on trouve les conditions pour que ça puisse marcher. Et donc, on va, lorsqu'on a un contenu d'innovation qui nous paraît pertinent, essayer de trouver effectivement des aides. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ces technologies ne sont pas mûres et ont des coûts unitaires qui font que le produit final, l'hydrogène décarboné, est beaucoup trop cher pour le client. Donc typiquement, c'est ce qu'on a fait en Normandie, où si on n'avait pas de subvention, le coût à la sortie de l'usine de l'hydrogène serait inacceptable pour des clients raffineurs. Donc dans ce cas-là, on essaye de monter des dossiers avec des arguments qui sont les plus pertinents possibles. Il y a une concurrence puisqu'il y a des appels d'offres, il y a différents projets. Et si on arrive à convaincre qu'on a une technologie qui est vraiment innovante, qui va apporter quelque chose et qu'on est capable de créer une valeur ajoutée, en particulier en entraînant un écosystème, on peut avoir cette subvention. Donc ce qui guide avant tout nos projets, c'est la capacité de signer des contrats commerciaux long terme avec nos clients. Et c'est ce qui en fait toute la difficulté. On a par ailleurs d'autres solutions pour lesquelles on a jugé que notre technologie était suffisamment mûre et qu'on arrivait à un équilibre économique pour le client qui ne nécessitait pas une aide ou une subvention. On a par exemple pour la MED, pour un client, Total Energy en l'occurrence, développer une nouvelle façon de produire de l'hydrogène décarboné à partir de biomasse. Et ce projet n'a pas été financé parce qu'on a réussi à monter un modèle économique qui fonctionne avec les technologies que l'on a. Donc encore une fois, je pense que ce qui est essentiel, c'est trouver des clients et donner confiance aux clients de signer avec nous pour 15 ans. Le montant des subventions varie d'un projet à un autre. Et encore une fois, il y a certains projets, par exemple l'unité d'hydrogène qu'on a fait là aussi à Grand Puy pour Total,
pas de subvention. La même chose à Fos. Par contre, il y a des cas où il y a des subventions. Et donc, ce que je répète, 190 millions d'euros en Normandie pour un projet complet de l'ordre de 600 millions d'euros. Dernière question sur cette série de... Ça fait 30% quand même. 30%. C'est quand même considérable. Oui, et donc, c'est bien ce que je dis, c'est que cette subvention, elle permet d'abaisser le coût de l'hydrogène, et donc notre client permet d'utiliser, enfin peut acheter cet hydrogène dans des conditions qui sont économiques pour lui. Donc c'est en ce sens-là que les aides, en fait, vont dans l'ensemble de la chaîne. Donc le retour pour vous avec votre client, si vous voulez, je voudrais faire mentionner un petit peu, est-ce que vous êtes pour les avances remboursables, par exemple? Parce que dans ce cadre-là, vous avez 30% d'aide au niveau de l'État pour votre projet. Vous allez avoir un retour sur investissement du fait de votre client pendant 12, 15 ans, je ne sais pas combien d'années. Donc, est-ce que vous seriez favorable à ce que ces subventions versées par l'État à un instant T puissent être remboursables selon différents critères? Alors, si on prend le projet de Normandie, par exemple, ou ce genre de projet-là, donc on a un contrat typiquement de 15 ans avec notre client. Il faut entre 8 et 10 ans pour rembourser le capital initial. D'accord. Donc, pendant toute cette période-là, pendant 10 ans, on est en négatif en train de rembourser en fait le capital. Donc, vous voyez que la période où on commence à faire un profit, une rentabilité du capital, c'est quelques années à la fin du contrat. D'accord ? Et aujourd'hui, sur ces offres les plus innovantes, l'économie est extrêmement tendue. Sachant que dans notre modèle, on n'a pas la possibilité d'avoir un boost à un moment ou un autre parce que les quantités sont relativement stables d'un point de vue du client. Le client, c'est une usine, elle est designée pour le besoin du client. Le client ne va pas prendre 40% de plus parce qu'on ne va pas pouvoir vendre 40% de plus parce que l'usine, elle ne sait pas faire. Par contre, le risque pour nous, c'est qu'à un moment ou un autre, surtout dans ces technologies innovantes, il y a un problème opérationnel, qu'on soit obligé de s'arrêter pendant 15 jours, un mois, qu'il y ait des équipements qu'il faille changer, etc. Et ça, c'est notre risque d'industriel. C'est ça aussi qu'on vend à nos clients. C'est notre savoir-faire et le fait qu'on accepte ces risques industriels vis-à-vis du client. Donc, voilà, l'économie, dans ces cas-là, il n'y a pas d'upside, il n'y a pas de bonus possible dans la durée de vie du contrat. Maintenant, sur le principe des aides remboursables, pourquoi pas? Et je pense qu'il y a un certain nombre de projets dans lesquels ça peut s'appliquer. Maintenant, il faut faire attention parce que le diable est dans les détails de où on fixe la barre. Il faut effectivement que, in fine, le projet soit profitable. Et que s'il est surprofitable ou s'il y a des choses se passent particulièrement bien, qu'il y ait un retour pour l'État qui a pris une partie du risque, me semble assez normal. C'est d'ailleurs la suggestion que je faisais sur le mécanisme de CFD, qui globalement demande à l'État de prendre le risque si jamais le prix du carbone est en dessous du coût de la chaîne logistique. Et donc là, effectivement, c'est une aide qui est donnée. Mais si jamais le prix du carbone passe au-dessus, dans ce cas-là, l'industriel rembourse le delta et rend en fait cette profitabilité supplémentaire à l'État. Donc c'est tout à fait dans cet esprit-là. Je peux juste bien sûr, vas-y. Merci, monsieur le rapporteur. Toujours dans le même cadre, vous venez d'exposer effectivement que vous aviez mis en place un modèle économique avec Total Energy sans faire appel à des subventions ou des aides en tout genre. Alors je voudrais juste savoir pourquoi. Parce que votre modèle économique le permettait certes, mais vous voyez, l'histoire des avances remboursables, ça aurait pu vous permettre aussi de financer peut-être plus facilement ce modèle et de faire en sorte de pouvoir revenir vers les aides que vous auriez pu percevoir. Ou alors, deuxième question, est-ce que vous n'êtes pas allé chercher ces aides publiques parce que trop compliqué? Est-ce que c'est aller vers les pouvoirs publics pour rechercher vos aides? Est-ce que c'est à la croix et la bannière? Est-ce que c'est le parcours du combattant sur certains projets ou non? Non, je pense que là, on a deux sujets qui sont différents. Peut-être la difficulté d'obtenir des aides, la simplification, les guichets uniques, etc.
oui, très bien, et on est toujours pour essayer de simplifier le processus, même si ce n'est pas forcément une demande absolument prioritaire aujourd'hui. Le point principal, c'est que notre cœur de métier et cœur d'activité, c'est de réussir à développer des solutions qui sont économiques sans aide. C'est bien ce qu'on veut faire. Et la grande majorité, en fait, de notre activité, de nos investissements, le groupe investit entre 3,5 et 4,5 milliards d'euros par an dans le monde, se fait sans aucune subvention. Maintenant, quand on est sur des sujets où les technologies ne sont pas mûres et où il y a des intérêts, j'allais dire, stratégiques, de développer des filières, d'apporter des solutions, par exemple dans la décarbonation, ben là, on essaye d'accélérer, et c'est typiquement le cas où les technologies sont presque mûres, mais il n'y a pas encore l'effet d'échelle, il n'y a pas l'expérience, et donc si on n'a pas de subvention, le modèle économique ne fonctionne pas. Et donc on restreint en fait nos demandes d'aide sur ces petits segments-là, qui sont les quelques domaines pionniers qui nous paraissent stratégiques et qui sont aussi définis par les politiques industrielles de la France en particulier comme étant stratégiques. Pour finir le sujet des subventions, et puis après on passe à un autre sujet, pour être extrêmement précis encore, je ne suis pas remonté à la création de l'univers, je suis remonté uniquement à 2018, donc peut-être que ça vous rappellera quelque chose. 600 000 euros, ce que je parlais tout à l'heure, accordés par la région Île-de-France pour un projet de start-up à Loges Josas. Comment comprendre, en fait, est-ce que ce projet-là n'a eu qu'une subvention régionale, ou est-ce qu'elles se sont additionnées à des subventions d'État, voire des subventions européennes? Et est-ce que, par exemple, ça m'intéresse, parce qu'on n'a pas eu souvent le débat, lorsque vous demandez une subvention régionale, et si vous, ou pas, hein, d'ailleurs, là, je n'ai pas d'autres critères, je n'ai que ça là, donc ne permet pas de juger, vous allez nous donner des éléments. Est-ce que vous avertissez que vous avez eu tel montant, par exemple, d'une subvention d'État, et c'est un complément à la région, pour savoir comment se combinent les uns, les autres, et que parfois les montages se superposent, ou pas d'ailleurs. Alors, monsieur le rapporteur, est-ce que vous pouvez me donner juste un tout petit peu plus de précision sur ce projet de 2018? Parce que je suis pas... Vous avez un nom ou quelque chose? Je connais un petit peu le groupe Air Liquide, mais je ne connais pas forcément tous les projets, année par année. Non, je vois très bien où c'est. Une subvention de 600 000 euros accordée, j'ai la délibération là sous les yeux de 2019, 4 juillet 2019. D'accord. Pour être tout à fait précis, comme ça vous allez pouvoir remonter. Une subvention attribuée donc à la société Air Liquide en vue d'un financement d'un accélérateur de start-up aux Loges en Josas sur le plateau de Saclay. Voilà, là je ne peux pas faire plus et mieux que cela. Bon voilà. Mais même si vous ne vous souvenez pas précisément, comment les montages, est-ce que des fois vous arrivez, quand vous demandez une subvention régionale, vous ne faites que la région et pas l'État et pas les fonds européens? Est-ce que parfois vous collectionnez, vous empilez différentes aides et subventions de différents niveaux? Et est-ce que vous en avertissez par exemple la région concernée que vous avez aussi tel montant et tel montant de subventions d'État et européennes ou pas d'ailleurs? Voilà. Alors, le projet en l'occurrence, merci de m'avoir donné ces quelques détails puisque je vois de quoi il s'agit. C'était effectivement dans le cadre des 50 millions d'euros d'investissement sur le site de Loges en Josas. On a voulu créer un incubateur unique, peut-être même au monde, avec la possibilité d'accueillir des startups qui ont besoin d'un environnement technique et scientifique. Et donc, on leur a mis à disposition des laboratoires pour pouvoir développer leurs procédés. Donc là, on est vraiment dans les startups qui sont sur des créneaux très spécifiques et qui bénéficient énormément de cet environnement qui est assez unique. Donc, je pense que cette subvention qui a été demandée était pour permettre l'aménagement d'un certain nombre de laboratoires, etc. Je le citais tout à l'heure, hein, c'est un vrai succès, encore une fois, c'est unique, et ça permet, c'est exactement cette logique de développer un écosystème, en l'occurrence au plateau de Saclay. Votre question autour
l'empilement de différentes subventions venant de différents endroits. Je n'ai pas d'exemple en tête en France aujourd'hui où on a eu des subventions qui sont à la fois éventuellement nationales, régionales et européennes, mais je pense que ça peut arriver, sachant que quand ça arrive, on est amené dans les dossiers de subvention à expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on a déjà eu. Donc typiquement, il y a un financeur principal. Il peut y avoir des cas où il y a eu des compléments, mais typiquement, de toute façon, ce n'est pas pour le même objet. Ça peut être des choses qui sont complémentaires. J'ai l'exemple en Belgique où il y a eu des subventions à la fois européens et nationaux et même de la région sur certains projets de décarbonation. Mais là aussi, c'est fait en toute transparence parce que ces aides, elles sont publiques. On n'a pas ni l'intention ni l'intérêt de toute façon de cacher quoi que ce soit. Donc oui, je pense que c'est possible, mais je n'ai pas d'exemple particulier en tête. Peut-être peut-on passer à un autre sujet, le crédit d'impôt recherche, si vous le permettez. Vous nous avez dit le montant sur les 3 dernières années équivalent à 36,4 millions en moyenne. J'avais à peu près les mêmes montants, légèrement moins, suivant les liasses fiscales que j'ai retrouvées sur Papers. J'avais 36,2 pour 2022, 35,8 pour 2023, 35 pour 2024. Donc vous avez même donné un chiffre un peu plus important que ce que j'ai retrouvé. Donc c'est à peu près ça. Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de chercheurs vous avez en interne? Est-ce que le crédit d'impôt recherche est utilisé seulement en France ou une partie au sein de l'Union européenne? Est-ce que vous faites appel ou pas à de la sous-traitance? Et pardon, peut-être que j'ai oublié le chiffre. Est-ce que vous pouvez nous redonner aussi le montant global de recherche R&D en France que vous effectuez et savoir le CIR, combien il représente dans cette part totale de R&D en France? Alors, donc, sur notre centre principal des loges en Josas, à ma connaissance, on a à peu près 280 personnes. Le CIR est principalement utilisé, comme je le mentionnais, par les équipes de recherche en France, parfois avec des partenaires, le plus souvent des partenaires académiques, en fait, puisqu'on fait une recherche assez en amont. Et on a un certain nombre d'accords cadres avec le CNRS en particulier, avec des universités. Et comme je le mentionnais, mais j'ai peut-être été un petit peu vite, 97% est réalisé en France par des équipes Air Liquide. Et donc il y a 3% qui est effectué dans l'espace économique européen. Et dans ces 3%, les 2 tiers sont effectués en fait dans des centres Air Liquide, et en particulier à Francfort, qui est un centre qui a reçu l'agrément CIR. Le reste, donc c'est 1% qui est fait ailleurs, avec d'autres partenaires européens. Donc très, très focalisé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le montant global de R&D en France, pour qu'on arrive à estimer. Alors, on ne donne pas notre montant de R&D en France, on donne le montant d'innovation totale pour le groupe, qui est, le chiffre exact, je vous le donnerai, mais de l'ordre de 300 millions d'euros par an pour le groupe. Mais monde. Monde. C'est ça. Monde. Alors, vous pouvez prendre des ratios, puisque j'ai dit que 64% de notre recherche est effectuée en France. D'accord. Bon. Cela, on est d'accord, sera analysé avec le montant de l'IP Box qu'il faudra ajouter, évidemment, pour qu'on arrive à savoir le pourcentage de ce qui relève de l'aide publique en R&D au total en France, avec, évidemment, bon. Très bien. Moi, maintenant, j'en viens sur la question de l'emploi, parce que c'est une question aussi qui nous intéresse. En introduction, vous nous avez dit que c'était un groupe qui recrutait ou en stabilité. J'ai quasi à 200 près le même nombre de salariés. Pour 2024, je suis à 11 937. Vous en avez annoncé 12 300, donc
véritablement. Mais vous le savez, il y a une question, c'est notamment, et vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure dans votre introduction, sur la question de la santé à domicile. Là, vous faites face à plusieurs, ce qu'on appelle PSE, plans sociaux, ou que vous allez peut-être nous dire que vous allez les décaler en plan de départ volontaire, ou bon, ça, vous nous direz, nous apporterez des précisions. Pour chacun, Pharmadon, c'est le plan Ergon, c'est environ 1000 salariés, pour être tout à fait précis, puisque j'ai vu qu'il fallait l'être, 938. Sur Vitalaire, c'est 470 postes. Sur Alfi, c'est 223. Donc, on commence à avoir sur la filière santé et de santé à domicile des plans sociaux, si je les mets tous en cohérence, pour qu'on donne à peu près un chiffre de 1600 postes qui risquent d'être supprimés ou sont menacés dans l'année en cours. Donc là, avec une volonté, puisqu'il y a eu beaucoup de déremboursements de la sécurité sociale. D'ailleurs, on pourrait s'interroger pour une filière de santé à domicile sur la question du remboursement par la sécurité sociale. Est-elle une aide indirecte? Mais voilà, et vous n'êtes pas les seuls donc, à fonctionner comme ça. Mais je le dis, je pense qu'on pourrait se poser la question. Et comme il y a eu un certain nombre de déremboursements, les marges se sont effondrées et c'était des sociétés qui margeaient autour de 20%. Donc la première des questions, c'est est-ce que la suppression de ces emplois directement sont pour retrouver une marge opérationnelle autour de 20% ou est-ce que c'est d'autres facteurs qui vous font prendre ces décisions? Alors, merci de votre question. Je pense qu'elle est effectivement légitime, sachant que, en tant que dirigeant... Toutes les questions sont légitimes. En tant que dirigeant, mon souci, c'est bien sûr d'assurer la pérennité et l'utilité du groupe. Et si je regarde effectivement la pérennité des différentes activités, la pérennité du groupe n'est assurée que si il y a la pérennité de chacune de nos activités. Et donc là, si vous me permettez de donner un petit peu de contexte sur la santé à domicile, en France en particulier, c'est un secteur qui est particulièrement important, puisqu'il y a 4 millions de patients chroniques en France, qui sont, j'allais dire, fournis et suivis par 2400 entreprises en France, dont beaucoup étant des petites PME et TPE, quelques acteurs nationaux majeurs, dont le groupe Air Liquide. C'est un secteur qu'on appelle les PSAD, qui emploie 33 000 salariés en France, dont 6 000 professionnels de santé. Donc c'est un secteur qui est important, mais cependant, comme vous le soulignez, c'est un secteur qui est en crise. Il est en crise parce que sur les 10 dernières années, il y a eu plus de 700 millions de baisses de remboursement pour ce secteur. Et si vous faites juste référence à une étude qui a été faite par un cabinet indépendant qui s'appelle Asterès, qui a regardé l'ensemble du secteur et qui a vu qu'en 2022, les marges de l'ensemble du secteur étaient de l'ordre de 0 et étaient négatives en 2023. Et d'ailleurs, en termes de baisse des remboursements, je crois que vous l'avez souligné, cette année encore, je crois que vient d'être acté 5% de diminution du remboursement, en particulier pour l'apnée du sommeil. La volonté d'Air Liquide, c'est de rester dans ce domaine-là et de le transformer. Parce qu'il y a un vrai paradoxe, et je pense qu'il faut le souligner, quand on prend des pathologies chroniques comme l'apnée du sommeil, on voit que si on se compare avec d'autres pays européens, le niveau de remboursement en France est extrêmement élevé par rapport à d'autres pays européens. Vous prenez l'Allemagne, c'est en moyenne 250 € par patient et par an. En Espagne, c'est à peu près 280. Et en France, en moyenne, c'est 540, voire jusqu'à 800 € par patient et par an. Alors même, je soulignais, le secteur n'arrive pas à développer un modèle économique. Donc il y a vraiment une crise et besoin de faire évoluer le modèle en tant que tel, et comment il est structuré, le nombre de visites, les demandes qui sont faites aux prestataires de santé à domicile. Et d'ailleurs, je me réjouis de savoir que finalement une réunion avec un certain nombre d'acteurs publics va être organisée, je crois, dans les semaines à venir pour discuter du sujet et peut-être considérer un certain nombre de propositions d'ailleurs que le groupe Air Liquide a fait. Alors je pense que
le secteur a besoin de se transformer, mais nous, Air Liquide, on a également besoin de se transformer parce que notre activité, elle est en fait le résultat à la fois d'une croissance organique, mais d'un certain nombre d'acquisitions qu'on a fait au fur et à mesure des années. Et pour vous donner quelques exemples, on avait jusqu'à présent 8 marques différentes en France de santé à domicile, alors qu'on peut probablement rationaliser avec 3 marques nationales. On avait 170 sites en France, de par l'accumulation en fait des différentes entités qu'on avait. Quand vous prenez une ville comme Orléans, vous avez 4 sites, différentes marques Air Liquide en fait. Toulouse, vous avez 4 sites. Lille, vous avez 6 sites par exemple. Donc il y avait vraiment besoin de repenser l'organisation. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Encore une fois, parce que nous croyons dans cette activité. Nous avons par ailleurs investi plus de 100 millions d'euros pour transformer en fait tout l'outil industriel, permettre aussi de développer un certain nombre d'outils, digitaux en particulier pour les interactions avec les patients, et pour rationaliser et optimiser la façon de suivre nos patients. Donc pour reprendre les chiffres, si je regarde l'ensemble du périmètre de la santé, ce que nous avons annoncé, c'est dans ce cadre de transformation de l'organisation, 1240 suppressions de postes au total. Donc ça, c'est les suppressions de postes. Mais comme c'est une transformation, il y a 710 créations de postes et donc un net de 530 postes en moins. On a bien sûr travaillé, comme on le fait à chaque fois, puisque c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles pour un dirigeant et pour l'ensemble de l'organisation, pour accompagner au mieux cette transformation. À ce jour, et c'est ce qu'on privilégie, 28% des personnes concernées ont bénéficié d'une mobilité interne. Et ce n'est pas absolument évident, quand vous êtes dans le domaine de la santé, de passer dans un autre domaine, par exemple dans le domaine de l'industrie. 28% ont développé des projets personnels, et ce sont en partie des départs volontaires. Et il y a eu 26% de licenciements économiques. Les 18% restants, en fait, sont des personnes qui sont en cours de modification de leur situation. J'aimerais juste, pour finir ce panorama, noter quand même, et de nouveau, l'accompagnement que l'on a fait, puisque c'est plus de 44 000 heures de formation qui a été développée. On a également signé des accords territoriaux, en particulier avec 2 des départements qui étaient les plus touchés par ces transformations, l'Indre-et-Loire et la Haute-Garonne, où on a développé des projets autour, par exemple, de 10 lieux de vie et des actions locales pour 1,2 million d'euros. Et également, on a travaillé à accompagner les équipes. Je dois souligner qu'au total, ce plan de transformation, nous avons consacré 55 millions d'euros pour l'accompagnement social des salariés. Je dois noter également que dans une situation évidemment difficile, nous avons maintenu le dialogue social avec les organisations sociales représentatives qui ont d'ailleurs signé les accords de transformation. Donc, voilà la situation. C'est une situation qui est très particulière sur laquelle je pense en tant qu'entreprise, nous prenons nos responsabilités. Nous croyons que nous devons contribuer à transformer l'ensemble du système et que nous voulons avoir un accompagnement de cette transformation pour nos équipes, gardant en tête notre mission de qualité, bien sûr, pour le suivi de nos 500 000 patients en France. Non, je croyais que tu voulais... bon, je vous remercie pour les explications, mais comment concilier le fait de réduire la voilure et le nombre de salariés et finalement répondre à un besoin du client? Vous l'avez dit, 4 millions de personnes qui sont en situation. On a une population qui vieillit, qui donc de fait, sur les 10-15 prochaines années, l'accompagnement, notamment à domicile, va devenir une véritable question dans le soin, mais aussi dans l'accompagnement dans les métiers que vous faites. Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de fait entre baisser le nombre de salariés et en vérité perdre de la compétence et des savoir-faire et le demain et l'avenir, sachant qu'on a un groupe qui
est assez solide financièrement. On en viendra sur la dernière chose, sur les dividendes et le rachat d'actions. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen en disant, voilà, le but d'une entreprise intégrée comme la vôtre qui a plusieurs filiales, on peut peut-être passer un moment difficile sur 2, 3 ou 4 ans, parier, parce que là, pour le coup, il y a de l'avenir. On a eu le débat hier sur la chimie, par exemple, avec ExxonMobil. En ce qui me concerne, je soutiens les salariés, mais j'entends le patron qui dit, voilà, la difficulté sur la question chimique, etc. Là, la question la santé à domicile, vous voyez, les 15 prochaines, 20 prochaines années, l'accompagnement va être majeur. Je ne sais pas les perspectives, mais on est aujourd'hui à 4 millions, très vraisemblablement avec une population qui vieillit, qui rentre de plus en plus tard, par exemple dans des instituts comme les EHPAD, font que, et des gens qui légitimement souhaitent rester à domicile pour être soignés, fait que probablement, ne pensez-vous pas qu'il y avait un autre chemin? Voilà. Alors je partage tout à fait votre analyse pour dire qu'il y a des besoins qui sont croissants et on le voit en France et on le voit dans tous les pays. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi, j'allais dire, d'être responsable et de s'attaquer, d'essayer d'apporter des réponses à ce besoin qui est un vrai besoin de société, sachant que ce besoin, on le voit bien et tous les jours, il se confronte à des besoins aussi de financement et des besoins budgétaires, et donc il faut trouver des solutions. Et si contradiction il y a, je pense que la contradiction, elle est avant tout dans le fait qu'on dépense plus que nos voisins pour ces pathologies-là, et on voit qu'on n'arrive pas à développer un modèle économique qui tient la route. Si on regarde d'autres pays, et il y a bien sûr des spécificités, donc il faut toujours être un tout petit peu prudent, mais on regarde en Allemagne où il y a une visite physique par an qui est demandée. En France, la première année, il y a 3 visites physiques par an qui est demandée. Alors même que, et on l'a démontré pendant le Covid, on peut utiliser la télémédecine, on peut utiliser des machines qui sont connectées pour récolter des informations. De temps en temps, on a un technicien qui va voir un patient juste pour récupérer une carte avec les données. Bon, donc il y a de l'efficacité dans le système. Donc je pense que ce qu'il faut absolument faire, c'est transformer ce modèle. Donc il ne s'agit pas juste de faire le gros dos et d'attendre que ça se passe, puisque la direction, sans rien changer structurellement sur le système, on la connaît, je reviens sur les 700 millions d'euros de diminution de remboursement année après année, enfin sur les 10 dernières années. Et donc on voit bien qu'il faut changer la donne. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Changer la donne, ça veut dire se transformer. Et ça veut dire trouver un certain nombre d'efficacités pour faire les choses mieux et, j'allais dire, s'occuper de nos patients et du besoin des patients, sachant que nos patients nous demandent une attention particulière. Et la société demande, parce que les gens préfèrent être chez eux, avoir une qualité de vie et être suivis plutôt que d'être à l'hôpital. Et ça coûte moins cher à la société. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé avec un certain nombre de propositions. On a eu un petit peu de mal à faire passer des messages, mais encore une fois, je me réjouis sur le fait que la dynamique semble être engagée et qu'on va avoir des discussions autour du changement de modèle. Maintenant, et j'essayais de vous l'illustrer, ça ne nous dédouane pas du fait que nous-mêmes, Air Liquide, il fallait qu'on transforme nos organisations parce qu'on avait un certain nombre d'inefficacités. Quand vous avez en France 33 centres d'appel patients et clients, vous voyez bien que vous avez des centres qui sont sous critique en termes de masse. Si vous avez quelques personnes, une personne qui est malade, vous êtes incapable de faire ce qu'il faut faire pour répondre. Et donc, regrouper un certain nombre de ces centres qui vont être plus efficaces, qui vont pouvoir utiliser de la formation pour tout le monde, des outils, des personnes interchangeables entre les différentes fonctions, ça, c'est effectivement une façon de faire mieux avec une meilleure utilisation des ressources. Donc, je pense qu'on ne peut pas se dédouaner du fait que nous-mêmes, on doit prendre la responsabilité et essayer de faire mieux. Sinon, je ne vois pas comment je peux aller voir l'assurance maladie en disant augmentez les tarifs de remboursement ou changez votre modèle si nous-mêmes, on ne se transforme pas. Bon, j'ai une dernière question autour des dividendes. Vous avez dit, c'est vrai que vous avez une des spécificités, c'est d'avoir beaucoup de petits porteurs pour environ 33%, mais je crois que vous nous l'avez donné, c'est ça, 33,4%. 33,4%. Vous avez une dividende qui
chaque année augmente depuis 2003, chaque année. Voilà, on a une progression. J'ai le tableau là. Depuis 30 ans. Voilà. Donc, vous pouvez donc remonter 2020, même plus loin. 1 milliard 33, 2021, 1 milliard 41, 2022, 1 milliard 58 de dividendes versés aux actionnaires. 2023, 1 milliard 60. Non, pardon, je me suis trompé. Oui, c'est ça, 72, 2021, 1 milliard 96. Au global, bon, ça, moi, je veux vous interroger sur le rachat d'actions que vous pratiquez. Pour quelles raisons vous le pratiquez? Est-ce que vous le faites soit pour racheter des actions, pour les céder notamment à l'actionnariat salarié, soit pour gonfler, ce que d'autres pratiquent, la valeur de l'action artificiellement? Je cite souvent Louis Gallois qui a parlé de perversion du système, et je vais citer même la FEP qui dit qu'il faudrait modérer vraisemblablement le rachat d'actions parce qu'il y a des questionnements autour de cette pratique. Donc justement, puisqu'en plus vous êtes un groupe avec beaucoup de petits porteurs, 900 000, vous l'avez rappelé, 33,4%, est-ce que vous avez une stratégie de continuer d'amplifier le rachat d'actions ou que ce procédé s'estompe dans les années à venir? Je vous remercie. Alors merci. Le sujet des rachats d'actions est effectivement parfois un peu à la mode. Le groupe Air Liquide ne pratique pas de rachat d'actions pour, comme vous le mentionnez, gonfler le titre. Les quelques rachats d'actions que nous faisons, qui sont minimes, servent à compenser les actions pour les offres que l'on fait aux salariés et pour les actions concernant les programmes d'actions de performance qui sont attribués aux salariés. C'est le seul rachat d'actions que l'on fait. Donc ce n'est pas du tout dans la politique du groupe Air Liquide jusqu'à présent de faire des rachats d'actions pour, j'allais dire, gonfler le titre comme vous le soulignez. Aujourd'hui, notre philosophie elle est extrêmement claire, c'est que, étant donné la quantité d'investissement, notre cash que l'on génère, on veut le retourner sous forme de dividendes et réinvestir dans notre cœur de métier, qui est construire des usines et répondre aux besoins de nos clients. Donc c'était une question, je vous posais, c'était soit pour racheter, mais donc, quand même, je le souligne, rien que l'an dernier, il y a eu 2 rachats d'actions. Alors effectivement, c'est des très petits montants. En février 2024, 905 000 titres achetés, c'est 0,17%, mais pour un montant de 168 millions. Et en décembre 2024, un deuxième à coup, 352 000 titres rachetés pour 0,1%, donc voilà, mais coût 55 millions. Donc à l'année, pour une société comme la vôtre, vous voyez, 170 plus 55, 225 millions, qui, le rachat d'actions, pèse sur les comptes de l'entreprise. Voilà, je dis ça, je le souligne. Mais ce n'est pas, donc effectivement, c'est des petits montants à chaque fois, mais qui, au bout du bout, sur 5 ans ou 4 ans, atteignent largement le milliard qui pèse de facto sur le résultat net d'une entreprise. Voilà. Non, mais il y a 2 choses. Encore une fois, sur l'esprit, voilà pourquoi on fait du rachat d'actions. Donc, c'est pour les actions que l'on crée pour nos salariés dans les conditions préférentielles. Et donc, on cherche à développer l'actionnariat salarié. Et donc, en pourcentage, c'est extrêmement petit. On est dans moins de 1% globalement. Je l'ai signifié. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous réjouir d'avoir un champion français international qui vaut en bourse 100 milliards d'euros. Donc, c'est la raison pour laquelle un tout petit pourcentage peut faire des montants qui, en euros, sont importants. Mais on devrait tous se réjouir d'avoir un champion international. Alors, je français. ne vois pas le rapport du tout. Pardon. Si, je n'ai ni à me réjouir, ni d'ailleurs à pas me réjouir qu'on ait un champion français. C'est pas du tout ça ma question, et c'est pas l'objet de la commission d'enquête. La question est précise. C'est que je vous ai posé une question, vous m'avez répondu. Vous dites c'est extrêmement minime, ce que je viens de reciter, le nombre d'actions, le montant et le pourcentage. Donc effectivement, en 2 coups, 0,17 et 0,1, on peut se dire que c'est très petit montant, mais le montant est autour de 250 millions. Donc si chaque année on fait ça, au bout de 4 ans, je signale, ça fait 1 milliard qui pèse sur le résultat net, tout simplement. Voilà. Et
Ça n'a strictement rien à voir, pardon de vous le dire, entre la question du rachat d'actions et de se dire on a un champion français de la santé. C'est deux choses complètement différentes. D'ailleurs, pour ma part, je n'ai ni à me réjouir, ni à ne pas me réjouir. Je suis très heureux qu'une entreprise comme la vôtre existe, mais ce n'est pas du tout l'objet de la commission d'enquête. Pardon. Quand on parle de souveraineté industrielle, je pense que c'est bien d'avoir des champions internationaux. Mais on est très heureux, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. Nous partageons ce bonheur. Alors. Ce n'est pas du tout la question. La question est sur le rachat d'actions. Rien à voir avec le bonheur. Mais vous venez de me répondre, voilà, mais 200, je signale, ce n'est pas une petite goutte d'eau, c'est 250 millions d'argent du résultat net à déduire. Alors, il est vrai qu'au regard des 100 milliards, ça ne représente pas grand-chose, je l'entends tout à fait, monsieur le directeur général, mais je comprends aussi monsieur le rapporteur qui considère que sur un certain nombre d'années, ça peut plomber effectivement le report à nouveau de l'entreprise. Je me permets, monsieur le président, peut-être là ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas la question du rapporteur que je suis, mais le salarié qui, lui, vient de perdre son emploi, donc avec ce que vous venez d'expliquer, les raisons, etc., mais qui regarde la stratégie de dividende et la stratégie de rachat d'actions, et le fait qu'en plus, il y a un couloir d'avenir dans son emploi, notamment sur la question de la santé à domicile, et qui se dit peut-être que l'entreprise aurait pu faire le choix, un autre chemin, comme on l'a évoqué, de dire de soutenir notre stratégie, le temps peut-être que la stratégie de déremboursement stop et qu'on revienne, et qui se dit chaque année on met 250 millions en rachat d'actions, ce qui n'est absolument pas obligatoire, et donc je redis même la FEP, qui n'est pas un institut néo-marxiste, bien loin de là, dit qu'il faudrait peut-être regarder à arrêter ce système-là. Bon, je me dis que, et c'est rien à voir avec le fait de se réjouir ou pas du rapporteur de cette commission d'enquête, mais le salarié, lui, je suis sûr qu'il a un avis. Juste pour être complet, la FEP, puisque je suis au conseil d'administration de la FEP, recommande effectivement les rachats d'actions pour ce que l'on fait, à savoir les programmes d'action pour les salariés. C'était ma question. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Donc effectivement, vous participez à cette politique d'actionnariat salarial. Tout à fait, et je pense que ça fait partie des axes très importants, et comme je le soulignais, avec plus de 30 000 collaborateurs qui sont actionnaires du groupe Air Liquide, je pense que ça contribue aussi au sentiment d'appartenance au groupe Air Liquide. C'est très important. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, plus de questions? Aucune, c'est bon, merci beaucoup. Écoutez, monsieur le directeur général, nous tenons à vous remercier, bien évidemment, pour votre intervention qui nourrira sans compter et assurément les travaux de notre commission d'enquête. Vous avez la possibilité, comme vous vous êtes engagé, à nous transmettre un certain nombre de données confidentielles qui resteront confidentielles au sein de notre mission et de notre commission d'enquête. Vous pouvez nous les adresser quand vous voulez et nous vous remercions vraiment de votre participation à cette audition. Merci beaucoup. J'espère avoir contribué à vos travaux et à l'avancement de la réflexion. Très largement. Merci beaucoup. Merci à vous.